Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve à nouveau à bord de Saori et on a vu que la préparation de la navigation a été effectuée. On a vu que la préparation du bateau a été effectuée également. Maintenant, c'est le jour J, les invités arrivent à bord et du coup, il va falloir s'occuper de cet équipage qui, pour l'exemple, est peu expérimenté ou pas forcément très serein ou n'a jamais navigué, tout simplement. Donc tout ça, c'est important. Même les personnes expérimentées qui rentrent dans Saori et qui découvrent ce bateau, un Jeanneau Sun Odyssey 29.2 pour la première fois, et qui découvrent comment j'ai rangé certaines choses dans le bateau, vont également avoir ce briefing. Donc au final, ce briefing est appliqué à chaque fois que j'ai du monde à bord, à chaque fois que je navigue autrement qu'en solitaire, ce briefing-là est forcément appliqué à un moment. Donc voilà. Et si les personnes connaissent déjà Saori, ont déjà navigué à bord, etc., et ont déjà eu ce petit briefing, je me fais un plaisir de revoir avec eux et de cette fois-ci, au lieu de leur présenter chaque chose et de leur expliquer comment chaque chose fonctionne, et ben je leur dis, je leur énumère juste la chose, et puis c'est à eux de me dire où ça se trouve dans le bateau, comment ça s'utilise, etc. Et c'est un très bon test qui permet de vérifier les acquis, et qui permet de réviser, et qui permet aussi à la personne, si un jour elle a besoin de savoir, d'utiliser un de ces objets de sécurité, et ben au moins il aura déjà eu la réflexion dans sa tête, le cheminement de où ça se trouve, comment l'utiliser. Il l'a déjà expliqué à haute voix, donc il pourrait l'expliquer à ses autres coéquipiers si besoin. Donc tout ça, vous voyez que c'est jamais perdu. Donc vous avez du monde à bord, ou vous montez à bord d'un bateau et vous n'avez pas ce briefing-là, posez-vous la question, pourquoi? Est-ce que je ferais bien de monter à bord? Est-ce que je ne demanderais pas de justement faire un petit briefing au niveau de la sécurité, etc., qui prendrait que quelques minutes? Mais des fois, les gens prennent tout pour acquis. Le skipper est confirmé. Le bateau est un bateau merveilleux que j'ai payé une fortune en location et suréquipé, etc. Donc, il n'y a pas une raison qu'il manque quoi que ce soit, etc. Ça ne vous dit pas où sont les choses, par exemple. Tout simplement, tout bêtement. Donc tout ça, il faut savoir qu'à chaque fois, on revient là-dessus. Il y a des choses qui se périment, donc ça permet de revérifier et de voir si par hasard les choses ne sont pas périmées, etc., etc. On va voir directement ce qu'il en est. Je vais vous faire le briefing que je fais à chacun de mes équipiers qui montent à bord de Saori. Alors, première chose, et pas des moindres, ça peut paraître bête, d'accord, mais au final, des fois vous allez être surpris, ou même c'est important juste de le savoir. Donc la première question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que tout le monde sait nager? Des fois ça fait rire, mais en tout cas, des fois, j'en ai un qui me dit ouais, je sais nager, mais bon, voilà quoi, je serais pas non plus très chaud, full habillé avec la brassière explosée, etc. Est-ce que je me sentirais pas non plus comme un poisson dans l'eau? Donc ça, c'est bien de le dire aussi. C'est bien que le chef de bord le sache. Lunettes de soleil, crème solaire, ça peut paraître aussi bête que ça, mais en mer, nombreux sont les coups de soleil et l'éblouissement aux yeux dû à la réverbération du soleil sur l'eau. Donc ça peut très vite être très aveuglant et très dérangeant, et ça peut très vite faire des coups de soleil. Donc si c'est au début, c'est pas non plus pour rien, c'est assez important également. Médicaments perso, donc là vous parlez à votre assemblée, hein. Vous dites tout le monde sait nager, oui, vous avez tous vos lunettes de soleil, oui, oui, moi il me manque ci, ah moi j'ai pas mon cordon, est-ce que t'as pas un cordon à me dépanner, etc. Parce que les lunettes faut qu'elles tiennent. Ah moi j'ai des lunettes de vue, mais si, moi j'ai, est-ce que vous avez des lentilles, des choses comme ça, parce que c'est pas pareil, c'est pas forcément le plus adapté, même si ça peut très bien le faire, etc., etc. Donc à partir de là, voilà, ça c'est des choses vraiment très basiques. C'est surtout est-ce que tout le monde a bien tout amené, quoi. Parce que ça c'est pareil, vous le recommandez aux gens d'amener tout ça au préalable.
Médicaments perso, donc ça c'est hyper important, les gens vont pas forcément vous le dire parce que voilà, parce que c'est pas des choses qu'on crie sur tous les toits, mais si vous avez des traitements, voilà, des traitements, ça peut être diabète, n'importe quoi, etc. Ça peut être bien, il faut l'informer à votre chef de bord, il faut que le chef de bord demande aussi à ses équipiers s'il y a des traitements perso, ça peut être tout et n'importe quoi, mais même un truc bénin, entre guillemets, mais une petite fiole qu'il faudrait mettre de côté, préserver, bonne température, je sais pas, qu'il faudrait pas qu'elle se casse, qu'elle soit égarée, que si ou que ça, etc., que c'est important, et qu'il y a un traitement. Voilà. Tous vos traitements médicaux, ils doivent être stipulés au chef de bord, c'est hyper important, et c'est aussi au chef de bord de demander. Derrière, je parle souvent des choses les plus importantes, entre guillemets, donc on va parler radeau de survie, extincteur, feu à main. Donc radeau de survie, je leur présente où se trouve le radeau de survie, je leur explique grosso modo comment on l'utilise, c'est-à-dire que pour le percuter, il faut tirer la longe, la sangle jusqu'au bout et le percuter volontairement, et que surtout, il faut accrocher, à part en cas d'incendie grave, à part en cas d'incendie, il faut accrocher son radeau de survie à son bateau. Parce que sinon, vous gonflez le radeau de survie il part à la dérive, et là, vous êtes vraiment foutu. Donc, c'est toujours très important d'attacher le radeau de survie au bateau au moment où vous le percutez. Et qui plus est, par la suite, il vous faut 2 trucs pour rallier, un pour attacher le radeau au bateau, et un deuxième pour pouvoir vous clipper avec les longes et pour pouvoir rentrer dans le radeau de survie en étant tout le temps attaché, que ce soit au bateau, soit au radeau, soit au bout qui traverse entre le radeau et le bateau. Donc ça c'est important que les gens sachent au moins où ils se trouvent. C'est important, je pense, qu'ils sachent comment le percuter, comment l'utiliser grosso modo, comment le percuter, parce que sinon il sert à rien. Et c'est important qu'ils sachent aussi qu'il faut l'accrocher au bateau, parce que sinon le radeau risque de dériver et sans vous, quoi. Vous êtes encore soit sur le bateau, vous partez à la nage, c'est le pire truc, surtout pas le faire, donc du coup ça devient compliqué. Les extincteurs, il faut stipuler qu'il y en a un dans chaque cabine et leur emplacement. Voilà. Après l'utilisation d'un extincteur, je pense que ça peut être rapidement fait, mais bon, voilà, hein, c'est assez banal quand même, mais au moins dites à votre équipage où se trouve chaque extincteur, sachant que vous devez en avoir un dans chaque cabine. C'est important, c'est obligatoire. Les feux à main, savoir où sont les feux à main, savoir aussi au moins comment ne pas se brûler avec un feu à main. Je pense que c'est au moins ça, parce qu'au final le feu à main ça peut être très vite à double tranchant. C'est très pratique pour se repérer et c'est très efficace pour se brûler aussi. Donc du coup, au moins le minimum de comment tenir et avec quoi tenir un feu à main. La corne de brume, son emplacement et son utilisation, quand l'utiliser. Le feu à retournement, la bouée fer à cheval. Expliquer, alors là ça dépend votre philosophie sur la bouée fer à cheval, mais au Yacht Master j'ai appris, donc pour moi je garde clairement ça en référence maintenant, j'ai entendu beaucoup de choses avec cette bouée fer à cheval et ce feu à retournement, mais au Yacht Master il est demandé que la bouée fer à cheval soit reliée au feu à retournement. Donc ça c'est ce que vous lancez à la mer quand il y a un homme à la mer, hein. Donc c'est un petit feu qui permet, une petite loupiote qui permet de le repérer surtout la nuit, et une bouée fer à cheval, donc une bouée de sauvetage. Et donc cela, j'en étais où? Je disais quoi? Ah oui, je disais que bon, il existe plusieurs systèmes avec cela. Au Yacht Master, on m'a imposé que du coup la bouée soit reliée au feu, mais en aucun cas reliée au bateau. Donc c'est comme ça. Donc ça veut dire que si moi je jette ma bouée fer à cheval et ça c'est logique en vrai, parce que ce but là c'est uniquement un moyen de flottabilité, de flottaison pour la personne qui est à l'eau, en supplémentaire, en plus de sa brassière, donc un moyen de s'appuyer sur quelque chose, ou d'enfiler quelque chose pour mieux flotter, ça c'est sûr, et un moyen de repérer la personne. Mais si, même si vous avez 150 mètres de halin,
le bateau filant à toute vitesse, votre manœuvre n'étant pas la plus réactive possible le jour J, et ben, si vous faites plus de 150 mètres, la personne derrière, elle se retrouve sans rien, du coup. Donc du coup, c'est pour ça que ça ne s'attache pas au bateau, on lance tout. La personne va pouvoir, avec les 150 mètres de halin, à partir du moment où elle chope quoi que ce soit, n'importe quel élément, même si c'est juste le halin, donc le cordage qui flotte, qui est fluorescent et qui flotte, c'est une obligation aussi, il doit être flashy et flotter. Là, la personne va pouvoir tirer de chaque côté et récupérer et la lampe et la bouée fer à cheval. Donc c'est à ça que ça sert, pour que la personne qui puisse naviguer même à plus de 200 mètres puisse toujours voir et repérer au loin la personne. Voilà. Donc ça c'est important. C'est bien de le dire, parce que si la personne vous lance la bouée et que d'un coup elle se dit mais c'est bizarre, la bouée n'est pas attachée au bateau, bah, la première fois ça peut surprendre, la première fois qu'on vous le dit. Maintenant avec mes explications, bah, vous comprenez pourquoi. C'est un moyen de repérage pour la personne qui est à l'eau. La personne qui est à l'eau, il y a de fortes chances qu'elle soit à plus de 150 mètres du bateau à un moment, même si c'est pas conseillé. Et donc du coup, voilà pourquoi on ne l'accroche pas, et de toute façon tracter quelqu'un c'est compliqué, etc. Donc on n'accroche pas la bouée fer à cheval avec le... Bon, ça peut être polémique, etc. C'est comme ça que j'ai appris, j'avais appris d'autres façons avant. C'est comme ça que j'ai appris dernièrement avec le Yachtmaster, et les raisons me conviennent. Je trouve ça le plus logique en fait. Donc du coup j'ai fait comme ça, et j'ai gardé comme ça, j'ai conservé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on est dans la préparation. Donc là vous êtes toujours en train de briefer votre équipage. Vous avez demandé, tout le monde sait nager, lunettes de soleil, crème solaire, médicaments perso. Vous avez commencé à parler des éléments de sécurité, le radeau, comment ça s'utilise, les extincteurs, où ils sont, les feux à main, comment ne pas se brûler, la corne de brume, quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser, bouée, fer à cheval, feu à retournement, qui ne soit pas attaché au bateau, à quoi ça sert. Orifice pour extincteur moteur, bon ça c'est spécifique à mon bateau et à certains bateaux modernes. On a un petit emplacement où on peut directement envoyer l'extincteur en enlevant ce petit cache de l'orifice. Il y a un petit cache. Une fois qu'on enlève le cache, on place l'extincteur juste devant la sortie, on appuie à fond et ça permet de éteindre des flammes potentielles sur le moteur, ou un feu autour du moteur, sans avoir à ouvrir la descente qui pourrait faire, d'une, propager le feu, de deux, vous étouffer, faire sortir la fumée, etc. Donc du coup, quand il y en a un, sachant que ça peut très bien se bricoler, hein, c'est juste un trou avec un cache. Donc ça peut aussi se faire sur des vieux bateaux. Peut-être que ça existe aussi sur les vieux bateaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est conseillé de le présenter et d'expliquer aux gens à quoi ça sert. Après, je vais parler des harnais, lignes de vie. Donc je vais expliquer aux gens qu'il y a des lignes de vie. Je vais leur montrer où elles sont. Je vais leur montrer la brassière. Je vais leur expliquer comment on se clip à une ligne de vie, à quoi ça sert. Je vais leur montrer la brassière dans l'intégralité, avec dans la poche droite, je vais mettre le sifflet et un moyen de repérage lumineux. Dans la poche gauche, il va y avoir le test témoin, et le témoin, et il va y avoir la tirette de sécurité au cas où ça ne percute pas tout seul. Il y a toujours un moyen mécanique en tirant sur une petite poignée pour percuter pour tenter de percuter le gilet. Donc voilà, tout ça, ça permet de vérifier que tout est en bonne fonction, etc. Donc pareil, c'est important, on vous donne une brassière. Bon bah ouvrez, regardez, d'un coup vous voyez qu'il n'y a ni sifflet, ni moyen de repérage lumineux. Vous regardez le témoin, il est mi-rouge, mi-vert. Bon bah, soyez bien prudent avec cela. Je vous le dis pour les conseils en tant qu'équipier. Maintenant, le chef de bord, c'est surtout adressé à lui, la vidéo, pour que justement il vérifie tout ça et qu'il le communique avec ses équipiers de comment ça fonctionne, comment on s'attache, comment on se détache, etc. Une main pour soi, une main pour le bateau. Donc après, je donne quelques consignes aussi générales pour justement ne pas se faire mal, ne pas se blesser, ne pas tomber, ne pas chuter. J'explique dans un premier temps VHF canal 16. Je montre comment juste fonctionne le push to talk, parce que ça c'est important. C'est la première erreur, je pense, qu'on fait quand on ne connaît pas comment fonctionne cette radio. C'est de ne pas penser que c'est en one way uniquement. Donc du coup, push to talk, j'explique comment ça fonctionne, je montre juste où est le bouton 16 et comment appuyer pour parler. Je montre que ça, parce que sinon ça va les perdre si j'explique plus, d'accord?
Et je dis quelque chose de primordial, c'est, alors à noter ou en tout cas à savoir, pour les équipiers, numéro de téléphone 196. Voilà, numéro de téléphone 196, vous avez exactement la même chose que le cross avec la... Vous avez le cross qui est exactement la même chose qu'au canal 16. Et c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement d'une radio, etc. C'est beaucoup plus audible, c'est beaucoup plus facile de se déplacer dans le bateau, d'aller voir à l'extérieur, de revenir à l'intérieur, etc. Si vous captez, la radio elle sert surtout au moment où on ne capte plus, mais si vous captez, je vous conseille d'appeler le 196 plutôt que le canal 16 parce que ça dépend pourquoi. Hein. Le chef de bord, c'est à lui de prendre sa décision, mais si vous êtes paniqué, équipier, non expérimenté, que vous savez pas du tout comment on utilise la radio, ou que vous avez juste eu un briefing et que vous n'en rappelez plus, ce qui est largement possible, vous prenez votre téléphone 196 et vous tombez sur les secours, tout pareil. D'accord? Donc ça c'est important pour eux de le savoir, parce que eux ça ils s'en rappelleront, vous inquiétez pas. Où se trouvent les COP? Où se trouve la pompe de cale électrique et comment la faire fonctionner? Donc bon, ça souvent c'est le chef de bord qui va prendre la décision, mais je leur explique quand même qu'il y a une pompe de cale électrique. Ça les rassure de savoir que y a une pompe qui peut directement faire sortir l'eau qui est à l'intérieur du bateau à l'extérieur et qui ne vont pas être obligés de décoper s'il y a un problème de voie d'eau. Donc ça rassure les gens, c'est toujours un plus qu'ils le sachent. Je leur apprends comment allumer et éteindre le moteur. À tous, un par un, on le fait, ça prend 30 secondes par personne. Je leur explique comment on allume, on éteint le moteur, comment marche la marche avant, la marche arrière, et c'est tout. Pas besoin de plus. Vous leur dites ça c'est marche avant, ça c'est marche arrière, ça c'est allumer, ça c'est éteindre. Point. Il faut être très très concis et très très concis dans ce qu'on dit pour justement ne pas les perdre. Il ne faut pas que le briefing dure une demi-heure. Là il va le durer parce que je vous donne toutes les explications, etc. Mais en vrai quand je le fais, il dure 10 minutes, d'accord ? Avec toutes les explications, etc. Pour justement pas que ça soit trop lourd et pas que les gens soient perdus, etc., etc. Ou même angoisser les gens avant de naviguer qui, eux, pensaient que ça allait être je me mets sur la plage avant et je fais bronzette, etc. Alors oui, c'est bien, mais ça, c'est qu'une fois qu'on aura appris toutes les bases de sécurité. Donc après, je continue, allumer et éteindre le moteur, ça c'est fait. Je précise des petites choses comme ça, où moi, à bord de Saori, j'aime bien dire pas de querelle à bord s'il y a un problème, voire avec le chef de bord. Pas de politique ou de religion. On peut en parler entre amis, entre bons amis quand on est au pire à quai. Mais en mer, il n'y a pas besoin d'en parler. Je pense qu'on peut laisser ces problèmes-là à terre et de laisser libre cours à des débats beaucoup plus philosophiques et peut-être un peu plus proches de la nature. Et laisser tous les problèmes de politique et de religion à terre qui pourraient causer des problèmes en mer, installer une espèce de mauvaise ambiance, de frustration, de manque de communication, etc. qui peut engendrer plus par la suite. Pas pour une question de dispute, mais pour une question de communication, sécurité, etc. etc. S'il y a un qui boude à l'autre bout du bateau, bon bah l'autre il va plus le surveiller, etc. Et donc bon bah ça peut être compliqué. Respectez les consignes de sécurité, respectez les consignes du skipper. Si vous ne voulez plus barrer, dites-le. Celle-là, elle est hyper importante comme consigne. Quasiment tous ceux qui sont avec moi barrent à un moment ou à un autre. Je les fais tous barrer. Bon, j'évite de les faire barrer au portant, évidemment. On les fait barrer, ou alors il y a une retenue de baume. Mais la plupart du temps, je les fais barrer au près ou au travers. Et pour éviter tout problème d'empannage. Et donc du coup je leur dis, barrer c'est la direction du bateau, le cap du bateau, là où on va, mais c'est aussi surveiller un petit peu les voiles si ça faceille par exemple, et surveiller surtout le plan d'eau, et savoir s'il y a des bateaux derrière, devant, à droite, à gauche. Un bateau derrière peut arriver par derrière parce qu'il peut nous rattraper en allant plus vite, ça peut être un cargo, ça peut être ci, etc. Ne pas se laisser surprendre, donc c'est pas juste regarder droit devant soi, et se concentrer uniquement sur la barre de toutes ses forces mentales pour se concentrer et arriver à maintenir le bateau. C'est surtout, dans un premier temps, diriger le bateau dans une direction safe, que ce soit au niveau de la profondeur et au niveau des bateaux aux alentours.
aux alentours, pardon. Donc ça c'est important de bien expliquer qu'ils ont cette responsabilité-là aussi quand ils récupèrent la barre. Parce que moi je l'ai bien vu, je fais toujours ma veille toutes les minutes en tant que chef de bord, etc. Blablabla, quand je suis sous pilote ou en train de barrer. Mais par contre ça m'arrive avec des personnes pas forcément complètement débutantes, mais moyennement expérimentées, ayant déjà fait 2-3 fois de la navigation, ou même des fois même un peu plus. Je leur donne la barre et puis je me rends compte que du coup, ne sachant pas, ils vont faire que regarder et ils vont plus s'occuper de la surveillance visuelle à 360 degrés. Moi, c'est le moment où je lâche la barre et j'en profite pour faire de la carto, pour préparer à manger pour mon équipage parce que j'aime bien le faire. J'aime bien que mon équipage ait tout ce qu'il faut, etc. Donc du coup, ça m'arrive des fois de descendre un petit peu. Quand je suis en solitaire, je remonte la tête toutes les minutes. Mais c'est vrai que en équipage, bon, ça m'arrive de le faire un peu moins souvent. Je le fais quand même, tout dépend de l'expérience de mon équipage. Mais le pire, c'est quelqu'un qui s'est barré, mais qui n'a pas l'habitude justement de faire la surveillance visuelle, etc. Où là, vous pouvez être en toute confiance et en fait, d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez un bateau qui vous arrive plein dessus, quoi, au dernier moment. Donc pour éviter tout ça, bien faire comprendre le rôle de ce qu'est un barreur dans un bateau. D'accord, il a la mission de surveiller le cap, mais aussi de surveiller et la profondeur et ce qui se passe à 360 degrés. D'accord? Ça c'est important et c'est pour ça que des fois les gens ont envie de barrer, mais ils n'ont pas envie de surveiller ni la profondeur, ni ce qui se passe autour, etc. Ni envie de prendre la responsabilité ou quoi que ce soit. Et donc du coup finalement vous vous rendez compte qu'ils veulent plus barrer. Et ça c'est hyper important à savoir comme nuance. C'est hyper important. Je leur explique l'emplacement du double des clés du moteur. Parce que si j'ai les clés sur moi ou si j'ai mis les clés quelque part, etc. Toujours, que vous soyez sur un bateau à moteur, un voilier, etc. Le chef de bord doit présenter à son équipage où se trouvent les clés au cas où, les clés de secours, si jamais il y a quoi que ce soit, etc. Après, s'il reste dans le contact et tout, et que vous êtes dans une cabine, ça peut être autre chose. Mais quoi qu'il arrive, toujours présenter un double des clés au cas où il se passe quoi que ce soit. Au moment où vous présentez comment fonctionne le moteur, l'allumer, l'éteindre, vous présentez exactement où se trouve le double des clés. Voilà, c'est important. Après, là on n'est toujours pas parti. Là on n'est toujours pas parti. Briefing d'homme à la mer. J'explique en quelques phrases les concepts d'un briefing d'homme à la mer. Donc, sous voile, pousser la barre en grand et choquer. En grand, pousser la barre, choquer. 2 phrases à retenir. C'est déjà très compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas la navigation, ce que ça veut dire pousser la barre vers la voile. Parce qu'il suffit qu'il ne soit pas assez du mauvais côté. Du coup, il fait un empannage. Du coup, il tue 2 personnes. Et du coup, c'est pas l'avantage. Donc, du coup, rapidement, comment arrêter un bateau face au vent et aussi après le moteur, comment démarrer le moteur, etc. Et sous moteur, comment faire, etc. Savoir qu'au point neutre, l'hélice ne tourne plus, etc., etc. Et après, revoir en mer un récapitulatif de tout ça. D'accord? Donc briefing d'homme à la mer, ça doit être fait forcément. Est-ce que tout le monde est allé au petit coin? Donc ça aussi c'est important parce que les gens n'y pensent pas forcément et du coup après une fois en mer c'est plus contraignant pour eux parce que pour le chef de bord le bateau est prévu pour ça. Mais par contre eux, eh ben, il va falloir qu'ils enlèvent dans la cabine dans le carré, il va falloir enlever la brassière, il va falloir enlever le gilet, le scie, le sous-pull, le truc, le scie, le track. Et pour se retrouver dans la petite cabine des toilettes à faire comme ça, à bouger dans tous les sens au près, bon bah ils vont se retrouver avec le mal de mer gratos pour rien quoi, gratuitement alors qu'ils auraient pu y aller avant. Et en plus de ça, avoir envie de faire pipi ou avoir envie d'aller aux toilettes peut être une des causes du mal de mer. Sujet à encourager l'arrivée du mal de mer. Topo gaz, utilisation et localisation. Donc si on fait une navigation, on va avoir de la cuisine à faire. Quand je parle de cuisine, c'est avec le gaz. Hein. Si c'est juste découper des tomates, bon, c'est autre chose. Mais par contre, s'il y a une grosse navigation, un mouillage de prévu, ou même qu'on a fait des grosses courses et qu'on a envie de bien manger en mer, ce qui est déjà arrivé, ce qui s'est déjà vu, faire un bon topo de tout le monde, donc expliquer comment le gaz fonctionne, ça encore vous pouvez le faire vous-même, mais par contre bien stipuler qu'on ne fait pas bouillir de l'eau
ni même cuisiner un truc avec un petit peu d'huile ou quoi que ce soit en short et en tongs, que s'habiller intégralement, se recouvrir le corps intégralement est obligatoire pour cuisiner, avec des trucs légers, mais obligatoire quand même. Donc encore moins en maillot pour les filles, en maillot 2 pièces, interdit de cuisiner comme ça, quoi. Donc ça c'est important. Topo des toilettes et utilisation des toilettes, c'est important aussi pour pas qu'il y ait ni de casse, ni de mauvaise surprise ou quoi que ce soit. Donc expliquez à tout l'équipage, vous rentrez avec eux un par un, vous les faites rentrer un par un dans les toilettes, parce que bien sûr il n'y a pas de place pour 30 personnes non plus. Et vous leur expliquez, voilà, vous mettez le petit loquet à droite, le petit loquet à gauche, vous pompez, vous fermez la vanne, vous ouvrez la vanne, etc. Tout ça c'est hyper important et ça doit être vu avant que ça soit en mer, parce que même si laissons pour une fraction de seconde, laissons la sécurité de côté. Juste pour le bien-être de votre équipage, pour eux de savoir qu'ils ne vont pas avoir à passer 2 heures dans la cabine, ni pour savoir comment fonctionnent les toilettes, ni pour se déshabiller, etc. Parce que s'il y a un truc qui est pour sujet au mal de mer pour les gens qui naviguent peu, c'est clairement de rentrer dans la cabine. Moi-même, si la mer est démontée et que je dois faire des exercices de cartes pendant 10 minutes, bon bah moi-même, il y a un moment où j'ai envie de sortir pour prendre l'air. Et pareil pour tout le monde. C'est quelque chose de mécanique. Le mal de mer, bon, on en reparlera une autre fois, mais c'est quelque chose de mécanique qui atteint tout le monde, à des degrés plus ou moins forts, mais qui atteint tout le monde. Personne n'est sans emprise du mal de mer. Maintenant, il y a plein de bonnes façons dans la préparation pour que ça se passe bien. Et une des premières choses pour les équipiers, c'est de leur faire descendre le minimum dans la cabine. Pareil pour la préparation du bateau. Quand vous avez des équipiers, dites-leur de bien sortir. Là, vous voyez, moi, ici, tout est accessible pour mes affaires. Mais si, donc j'ai mes gants, ma casquette, mes sous-gants, mes gants de ci, mes gants de ça, ma longue vue, mon cache-cou, mon tour de cou, etc., etc. Tout est là, à portée de main. Donc, et ma veste, si j'ai un petit peu froid, etc. Donc moi, je le sais parce que j'ai l'habitude. Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas a peut-être encore des affaires dans sa valise. Et sa valise qui va se retrouver au fin fond de la cabine avant, sous les matelas, sous les coussins, sous les trucs, sous les scies. Ben, je peux lui dites-lui bon courage à la personne qui doit aller chercher son truc au fin fond de la cabine pour justement aller crapahuter, etc. dans le bateau qui fait comme ça. Et du coup, vous allez avoir une personne qui se retrouve avec le mal de mer en 2 secondes, alors qu'elle aurait pu préparer tout ça au port avant même de partir. Voilà. Et en plus de ça, les personnes du coup vont avoir tendance à ne pas vouloir aller à l'avant pour galérer, pour avoir le mal de mer. Donc du coup, ils décident de ne pas s'habiller et de rester un petit peu frisqués. Et le froid est aussi sujet au mal de mer. Et donc du coup, bah, la personne va quand même avoir le mal de mer en plus d'avoir froid. Donc tout ça c'est important, c'est de la préparation, c'est de l'anticipation. Et c'est important pour une belle sortie en mer qui se déroule bien. Toilette, couverture anti-feu, donc pareil que le couteau, couverture anti-feu, comment ça se passe, comment ça marche, où c'est qu'il faut tirer. Et aussi, je précise aux gens de se recouvrir les mains avec la couverture anti-feu avant de recouvrir le feu. Voilà, parce que c'est pas comme une couverture, une couette qu'on va secouer comme ça et qu'on va aplatir de très loin comme ça de la flamme. Non, non, on va venir recouvrir les flammes et pour ça on se couvre du coude jusqu'au dos de la main. On va venir se recouvrir tout ça avant de la poser sur le feu, voilà, et de étouffer le feu. Donc DSC, Distress Call, ça aussi je peux en parler selon le niveau des gens et selon l'utilisation de la VHF, si on fait du hauturier ou quoi. Maintenant en côtier, rappelez-vous 196, 196, c'est beaucoup mieux. Du coup, se protéger durant la cuisine, utilisation du radeau de sauvetage, donc je vous en ai parlé, et la passe coupe en banc, ça vous n'êtes pas obligé d'en parler, vu que je pense que s'il y a besoin de larguer le mât, c'est la décision du chef de bord. Mais vous pouvez toujours stipuler où elle se trouve, voilà. Donc là-dessus, maintenant vous avez un bateau préparé, vous avez une navigation préparée et un équipage briefé. Ok, c'est lourd pour eux un petit peu, mais par contre, déjà ça soulage pour ceux qui ont de l'appréhension et des doutes. Et de deux, ça peut rassurer pas mal, plus que effrayer.
Et de 3, le jour J où il y a un problème, et ben du coup vous pouvez compter sur votre équipage. Alors que si vous ne passez pas par là, ben du coup c'est exactement comme si vous étiez en solitaire. Voilà. Sauf quelques exceptions près. Mais en gros, si vous avez un équipage qui ne sait rien de tout ça, ça ne change peu au niveau de votre comportement du solitaire. C'est-à-dire que vous devez faire comme si vous tombez à l'eau, c'est fini. Donc du coup, c'est très important de revoir tout ça, de briefer votre équipage, et même si c'est des personnes avec qui vous êtes habitués de naviguer, même si c'est pour vous, ça fait des années que vous avez le bateau, mais vous n'avez jamais fait ça, reprenez-le à chaque fois. Le fond des cales, le scie, le test VHF, la préparation de scie, où se trouve le radeau, etc. Tout ce qu'on a vu, important de le revoir. Pour le faire à chaque fois avec tout le monde, je peux vous assurer que c'est pas contraignant et que ça prend quelques dizaines de minutes. Et ça permet aux gens de se mettre dans le bain, etc. Et vu qu'on ne part pas au dernier moment sur un bateau, ça permet que la petite heure à attendre le bon niveau de marée, etc., que vous passez, vous faites ça juste avant de partir. Pas besoin de prendre beaucoup de jours d'avance, au contraire, vous faites ça juste avant de larguer les amarres, vous faites votre petit brief, ça dure vraiment 10 minutes. Voilà. Là-dessus, je vous embrasse, j'espère que ça vous a intéressé. Je sais que pour certains, vous l'aviez déjà vu, mais je me rends compte, on en reparlera peut-être plus tard dans la navigation, mais je me rends compte que c'est connu, mais que c'est pas appliqué. Voilà. Et que c'est su à moitié, et que c'est pas ou peu appliqué. Donc du coup, c'est pour ça que je mets un point d'honneur à insister là-dessus, pour que vous ayez tous les bons réflexes à adopter avant de partir en mer pour être un bon chef de bord. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.